Vous m'entendez bien, Christophe? Oui, oui, parfaitement, Johan, parfaitement. Super. On va pouvoir démarrer dans quelques secondes. Voilà, écoutez, il est 11 heures. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous rejoindre sur ce webinaire consacré à la décarbonation. Alors, c'est un terme qu'on entend régulièrement aujourd'hui dans les conversations, dans les réunions et autres événements parlant du changement climatique, de l'énergie ou encore du développement durable. On trouve également des variantes, stratégie bas carbone, amélioration du bilan carbone, réduction de l'empreinte carbone. Mais finalement, sait-on exactement ce qui se cache derrière ces expressions? Sait-on réellement ce que ça implique? A-t-on idée des bonnes et des mauvaises raisons de faire de la décarbonation? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Johan de Salle. Johan est manager de transition énergétique. Je vais bien entendu le laisser se présenter comme il se doit dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais vous rappeler quelques consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, merci d'éteindre vos micros et vos caméras pour préserver la bande passante. Et merci d'utiliser en priorité le fil de conversation pour poser vos questions. Je me ferai un plaisir de les relier à Johan au moment des questions-réponses. Par ailleurs, je me dois de vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera visionnable en replay. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Johan pour animer cette matinée et je vous dis à plus tard. Johan, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. On va donc parler de stratégie bas carbone dans les entreprises et je vais essayer d'être le plus concret possible parce que le but du jeu n'est pas comment dire, d'énoncer de grandes idées, mais de voir concrètement comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre. Mon exposé sera un peu teinté supply chain, transport, distribution de produits, parce que au sein de la politique de décarbonation d'une entreprise, moi, ma spécialité, c'est la supply chain. En général, chez les gens qui sont diplômés pour faire du bilan carbone et travailler sur les stratégies de décarbonation, on sait travailler un petit peu tous les sujets, mais on a tous quand même, on a tous fait quelque chose d'autre avant, en général. Et donc, certains vont être spécialisés dans l'isolation thermique en industrie, d'autres vont être spécialisés sur la production elle-même ou certains types de production. Moi, là où je suis le plus à l'aise, c'est sur toute la partie supply chain, puisque j'y ai passé 25 ans. Donc, mes exemples seront plus axés supply chain, parce que c'est là où j'ai le plus de vécu et le plus d'exemples à prendre. Mais on pourra, si vous avez des questions sur la production, on pourra les aborder et j'essaierai d'y répondre. Si je n'ai pas les réponses, je pourrais vous mettre en contact avec des gens qui sont plus pertinents sur ces sujets-là que moi. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, donc ce dont on va parler aujourd'hui, comme je vous disais, on va essayer d'être le plus concret possible. On va commencer par j'ai listé quelques raisons d'engager son entreprise dans une démarche de décarbonation ou de ne pas le faire. Donc je voulais aborder ça avec vous. Bien être au clair sur les raisons qui vous poussent dans cette démarche. C'est à mon sens une bonne démarche, mais il faut le faire pour de bonnes raisons, sinon on risque d'être déçu. D'y avoir engagé du temps et de l'argent pour un résultat qui ne convient pas à ce que vous attendiez. Ensuite, comment faire là, je l'ai résumé en mesurer, réduire, compenser. Là, l'ordre est très important. On commence toujours par mesurer. Moi, j'avais il y a quelques années un contrôleur de gestion dans une entreprise que je gérais qui me disait toujours ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. En carbone, c'est complètement vrai. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas améliorer. La mesure est imparfaite, on va revenir dessus. Et améliorer, ça veut dire d'abord réduire.
On va parler un peu de compensation carbone. J'essaierai de ne pas passer trop de temps là-dessus parce qu'en fait, euh, c'est pas la bonne, c'est pas la solution numéro une. J'allais dire, c'est pas la bonne solution. C'est en tout cas pas la solution numéro une. Il faut d'abord réduire et après compenser. Je vous expliquerai ce que c'est et en quoi ça consiste. Et puis ensuite, on fera quelques exemples de plans d'action pour que ce soit bien concret. J'ai sélectionné un exemple dans le BTP, un exemple dans une société de services et puis un exemple chez un distributeur d'eau. Ça permettra d'être un peu plus concret. Voilà, j'ai fait mon bilan carbone. Qu'est-ce que je mets en place comme action, en fait? Comment je passe du rapport du consultant à des actions dans mon entreprise et donc des résultats. Donc, je vais commencer par les raisons. Donc, j'ai listé 8 raisons de se lancer et je vais commencer par les mauvaises raisons. Première mauvaise raison, baisser les coûts. Se lancer dans une politique de décarbonation, mettre en place une stratégie de décarbonation dans son entreprise, il y a très peu de chances que ça ne vous coûte rien ou que ça vous rapporte de l'argent à court terme. On parle de choses qui vont initialement vous coûter un peu plus cher. Donc, si vous voulez le faire pour baisser vos coûts, à court terme en tout cas, ou même à moyen terme, il y a quand même assez peu de cas d'usage où ça se produit comme ça. Bien entendu, dans ce que je mets en place avec mes clients, de temps en temps, on a quelques actions qui vont permettre de réaliser des économies à court terme. Mais c'est sincèrement pas la majorité des actions. Le cas où vous pourriez avoir de grosses économies, c'est si votre société est très énergivore, si vous consommez énormément d'énergie dans votre société. À ce moment-là, c'est là où on va trouver les plus gros leviers de baisse de coûts. Par contre, généralement, en fait, si votre société est très énergivore, vous avez déjà travaillé les sujets de réduction de consommation énergétique, parce que c'était le poste numéro 1 dans votre compte de résultat, et donc vous ne m'avez pas attendu, ni moi ni mes confrères, pour réduire ce poste-là. Donc la baisse de coûts n'est généralement pas une bonne raison, et généralement, vous allez plutôt être confronté à des hausses de coûts, à tout le moins sur un horizon de 3, voire même 5 ans. Sauver le monde, c'est pour moi pas une bonne raison. Vous, moi, on dirige tous des entreprises et le but d'une entreprise n'est pas de sauver le monde. Alors, je vais nuancer un petit peu ça. Si vous souhaitez que votre entreprise, si vous souhaitez que votre action professionnelle ait un impact positif sur l'environnement, sur le climat, ça peut être une bonne raison. Mais j'ai eu quelquefois des échanges, des discussions avec quelques entrepreneurs ou personnes qui souhaitaient entreprendre, un peu rêveurs et qui pensaient sauver le monde. C'est pas, enfin, une entreprise, elle est là déjà pour vendre quelque chose. Elle a une idée, elle a un produit, elle a quelque chose à proposer. C'est ça le but de l'entreprise, à mon sens. Si elle peut le faire en réduisant le plus possible son impact climatique, c'est une bonne raison. Enfin, c'est quelque chose de bien. Mais le but de l'entreprise ne peut pas être de réduire l'impact climatique en faisant n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je nuance cette raison. On ne va pas sauver le monde en mettant en place un bilan carbone. Par contre, on peut contribuer à ce que l'entreprise fonctionne bien en réduisant l'impact climatique de l'entreprise. Gagner des appels d'offres. De plus en plus d'appels d'offres, notamment publics, contiennent une part de la notation sur l'impact environnemental, pas forcément que carbone, hein, parfois ça peut être RSE au global, sur la biodiversité, sur tout un tas de choses, mais il peut être demandé parfois, par exemple, d'avoir un bilan GES réglementaire qui a été effectué pour pouvoir participer à un appel d'offres ou pour pouvoir le remporter. Donc, mettre en place une stratégie de décarbonation pour remporter des appels d'offres, oui. Par contre, attention, une stratégie de décarbonation, on parle de quelque chose qui va mettre minimum 6 mois, faire votre bilan carbone et puis écrire le plan d'action. Ça va prendre au minimum 6 mois. En fonction de la taille de votre entreprise, ça peut être plus que ça. Et donc, vous n'aurez les premiers fruits que dans un an et demi minimum, vraiment gros minimum. Donc, si vous souhaitez remporter l'appel d'offres qui est à rendre dans 2 semaines, c'est déjà trop tard. Je ne pourrai rien faire pour vous et aucun de mes confrères ne pourra faire quoi que ce soit pour vous. Par contre, si vous vous dites, bon,
je me rends compte que la notation, il y a une part de la notation dans les appels d'offres de plus en plus importante sur l'aspect environnemental. Et donc, pour ne pas être disqualifié mon entreprise, je veux la préparer, donc je veux faire mon bilan carbone, je veux mettre en place un plan d'action avec une vision à 1 an et demi. Là, oui, effectivement, c'est une bonne raison de se lancer dans la décarbonation de son activité. Le reporting extra-financier, on va en reparler un peu tout à l'heure. Il est absolument impossible de comparer 2 bilans carbone de 2 entreprises différentes. Je vais vous prendre un exemple très, très simple. Imaginons 2 entreprises qui ont exactement la même activité, qui ont le même nombre d'employés, qui produisent la même chose, la même quantité, sur la base de la même énergie, elles sont implantées au même endroit. Tout est exactement pareil. Il y a une petite différence entre ces 2 entreprises. Il y en a une qui a une cantine pour ses salariés le midi, et puis l'autre n'a pas de cantine. Les salariés rentrent chez eux pour manger, ou ils mangent sur place ce qu'ils ont apporté. Et ben, le bilan carbone de celle qui a une cantine sera supérieur. Parce que en fait, la cantine, qui est interne à l'entreprise, va être comptée dans son bilan carbone. Et donc, on se retrouve à comparer, on va se retrouver à dire, bah, tiens, l'entreprise A, elle a un bilan carbone moins bon que la B, alors qu'en fait, la seule différence entre les deux, c'est la cantine. Donc, comparer 2 entreprises différentes, comparer le bilan carbone de 2 entreprises différentes est absolument impossible, ou en tout cas extrêmement compliqué. Il faudrait rentrer dans le détail des périmètres et des calculs. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans la décarbonation pour vous comparer à un de vos concurrents qui l'a fait déjà, ce n'est pas une bonne raison. Par contre, vous comparez à vous-même. Si vous souhaitez le faire cette année, pour le refaire dans 3 ans, pour le refaire dans 6 ans, et pouvoir dire, ben voilà comment j'ai évolué, voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce que j'ai permis d'économiser en termes d'émissions de gaz à effet de serre, là, c'est une très bonne raison. En bilan carbone, comme en RSE, en fait, vous allez pouvoir vous améliorer par rapport à vous-même. Vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous améliorer. Mais vous comparer à vos concurrents sera chose quasi impossible, tant les périmètres sont différents. On va revenir un peu sur la notion de périmètre. Je vais parler maintenant des bonnes raisons de se lancer dans la décarbonation. Alors, j'ai cité quelques bonnes raisons pour l'instant, les appels d'offres, mais c'était plutôt à nuancer. Vous avez du mal à recruter et vous vous dites qu'en décarbonant, vous allez peut-être attirer plus de talents, les meilleurs talents. C'est quelque chose que vous pourrez mettre en avant au moment des recrutements. Oui, c'est une bonne raison. Je ne peux pas vous garantir qu'il y aura plus de bonnes candidatures à vos petites annonces parce que vous avez mis en place une stratégie de décarbonation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui touche de plus en plus les candidats, qui touche de plus en plus aussi les salariés qui sont chez vous et qui peuvent à un moment se demander, mais au fait, mon entreprise, qu'est-ce qu'elle fait pour l'environnement? Parce que ça les préoccupe à titre personnel, et donc elles veulent savoir ce que l'entreprise fait dans leur cadre professionnel. Donc pour garder vos salariés, pour en recruter de nouveaux et avoir l'opportunité de recruter les meilleurs, mettre en place une stratégie de carbonation, ça peut avoir un impact très positif. Et la même chose sur vos clients, donc sur l'image de marque de votre entreprise, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos banquiers. Il arrive de plus en plus fréquemment que le banquier vous demande ce que vous avez mis en place et que ça puisse avoir un impact sur le taux de financement. Ce n'est pas encore le critère numéro 1. Si vous n'avez pas fait de bilan carbone, vous n'êtes pas interdit de réaliser un prêt auprès d'une banque. Pas du tout, et je ne pense pas que ce soit prévu. Enfin, il n'est pas prévu qu'on aille vers ça. Mais en tout état de cause, le fait d'avoir fait ça, il améliore l'image de marque de votre entreprise vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos partenaires, comme le banquier, et ça peut améliorer donc le développement de votre entreprise. Et puis enfin, la RSE. La décarbonation, c'est une petite brique de la RSE. La RSE est un très vaste sujet avec de nombreux chapitres à aborder. La décarbonation, si vous êtes dans une logique de déploiement de la RSE dans votre entreprise, c'est une des briques qu'il faudra à un moment ouvrir. Et donc, ça va faire partie à un moment de votre politique RSE. Et pour moi, ce qui est la meilleure raison, c'est renforcer ou enrichir son SWOT. Le SWOT, donc ça, vous connaissez tous, je ne vais pas vous faire
un cours sur les forces et faiblesses de l'entreprise, mais je vais vous expliquer ce qu'on fait quand on fait un bilan carbone. Quand on réalise son bilan carbone, on va s'intéresser à toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, de ses fournisseurs, de ses clients. Les émissions de gaz à effet de serre, en fait, c'est l'utilisation d'énergie fossile. Si vous utilisez quelque part dans votre process de l'électricité, du charbon, alors je vais mettre de côté l'électricité, excusez-moi. Si vous utilisez du charbon, du pétrole, du gaz, quelque part dans votre process, dans vos bureaux, pour chauffer du gaz pour chauffer les bureaux, du pétrole pour faire rouler des véhicules ou des bateaux. À ce moment-là, dans le bilan carbone, on va quantifier toutes ces utilisations. Et donc, s'il y a de l'électricité, je reviens à l'électricité, s'il y a de l'électricité, on va voir d'où vient cette électricité et quelle est la part de cette électricité qui provient d'énergie fossile ou qui a d'autres provenances moins carbonées. On va donc, dans le bilan carbone, s'intéresser à toute l'utilisation d'énergie fossile, encore une fois la vôtre, mais celle de vos fournisseurs, celle des produits que vous achetez, et puis celle de vos clients, parce que les clients ont besoin d'utiliser comme énergie fossile pour consommer vos services. Et on va chercher à réduire cette part. En quoi est-ce que ça enrichit votre faute? En fait, c'est des énergies fossiles. Moi, je ne vais pas vous dire quel sera le prix du baril l'année prochaine, dans 3 ans, dans 10 ans. J'en suis bien incapable. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que grosso modo, les énergies fossiles, il y en a quand même de moins en moins. En tout cas, il y en a une quantité limitée, on en consomme depuis quelques années. Alors, il y a 40 ans, on nous disait qu'il n'y aurait plus de pétrole dans 40 ans, puis aujourd'hui, on nous dit toujours la même chose. Mais n'empêche qu'à un moment, le stock de pétrole diminue, parce qu'il faut quand même quelques centaines de millions d'années pour le reconstituer. Et nous, on consomme en quelques années, enfin, quelques dizaines d'années. Donc, le stock de pétrole diminue. Donc, il y a une raréfaction de la matière première. Ça, c'est une première chose qu'on ne peut pas ni ignorer ni nier. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de réglementations qui font que l'utilisation des énergies fossiles va devenir de plus en plus chère. Je vais vous donner un exemple. J'imagine que vous achetez tous de temps en temps de l'essence ou du diesel dans une station-service. En tout cas, si vous ne le faites plus, vous l'avez fait à un moment. Il est écrit dans la loi qu'en 2030, quand vous achetez un litre d'essence ou un litre de diesel, vous avez des taxes. Certaines de ces taxes, enfin une de ces taxes, c'est la TICPE. Il est écrit dans la loi que la composante carbone de la TICPE, donc la manière de calculer la TICPE, est basée notamment sur une valeur qui est donnée au carbone. Aujourd'hui, cette valeur qui est donnée au carbone, elle est à 44,60 €. En 2030, c'est déjà écrit, c'est prévu, ça a été voté, et depuis longtemps, ce n'est pas une loi qui est très récente. En 2030, la composante carbone de la TICPE sera à 100 € la tonne. Elle est aujourd'hui à 44,60 €, elle sera à 100 € la tonne en 2030. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à prix du baril constant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le baril il est à peu près à 80 $, à parité euro-dollar constante, la parité est à peu près à 1,08 €, 1,10 €, 1,08 $, 1,10 € pour 1 € aujourd'hui. Si on garde les deux constants, votre prix du litre d'essence ou de diesel sera à peu près à 3 € le litre en 2030, juste par l'augmentation de la part carbone, de la composante carbone de la TICPE. Donc l'utilisation d'essence et de diesel, en 2030, ça vous coûtera plus cher. Si en plus de ça, le baril coûte un peu plus cher, si en plus de ça, le dollar coûte un peu plus cher, et alors là, c'est bien compliqué de dire quelle sera la valeur du prix du baril en 2030 et la valeur du dollar en 2030, mais si en plus de ça, il coûte plus cher, on n'est pas à 3 €, on a plus que ça. Donc, en réalisant le bilan carbone, on va chercher à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on diminue en fait la consommation d'énergie fossile. Et donc, si on diminue la consommation d'énergie fossile, on diminue le risque de votre entreprise face à une énergie dont le prix est petit 1 fluctuant, mais petit 2 surtout fluctuant vers la hausse, du fait de la réglementation et du fait de la raréfaction de l'énergie fossile. Donc c'est en ça que c'est pour moi la meilleure raison de mettre en place une stratégie de décarbonation dans une entreprise, c'est de se dire, je veux rendre mon entreprise résiliente,
Je veux que mon entreprise s'affranchisse le plus possible. On ne va pas du jour au lendemain arrêter toutes les énergies fossiles, mais que petit à petit, et le plus possible, mon entreprise s'affranchisse des contraintes des énergies fossiles, des contraintes réglementaires, les hausses des taxes sur les énergies fossiles qui arrivent, qui sont déjà pour certaines inscrites dans la loi et pour d'autres qui arriveront, et puis les contraintes aussi sur la disponibilité de ces énergies. Donc si je fais ça, si je réduis les contraintes sur mon entreprise, ben, je rends mon entreprise résiliente, plus forte vis-à-vis de l'avenir. Une fois que j'ai choisi mes raisons, une fois que j'ai décidé quelles étaient les bonnes raisons pour moi de m'engager, comment est-ce que je fais pour m'engager? Je vous ai dit tout à l'heure, mesurer, réduire, compenser. Une des choses, alors certaines entreprises ont commencé par ça et certaines entreprises vont finir par ça. Moi, j'ai pas de religion là-dessus, je ne saurais pas vous conseiller parce que là, c'est de la communication et ce n'est plus de la stratégie carbone. Donc, une des premières choses, c'est l'engagement. Pour certaines entreprises, encore une fois, pour d'autres, c'est une des dernières choses. L'engagement, c'est d'annoncer à tout le monde, parce que si vous vous engagez, enfin, si vous engagez votre entreprise dans une stratégie, c'est bien de le dire quand même, pour une fois, pour les aspects d'image de marque employeur, dans les appels d'offres. Si vous le faites et que vous ne le dites pas, vous n'allez pas avoir la bonne note à laquelle vous pourriez prétendre. Donc, une des choses importantes, c'est l'engagement. Et dans un engagement, ça, c'est quelque chose d'assez normé. Il y a toujours trois choses. Un type d'engagement, un périmètre et une échéance. Là, je vous ai repris deux engagements différents, celui de Capgemini, celui de Microsoft. Capgemini, par exemple, s'engage à atteindre la neutralité carbone, ça c'est le type d'engagement, de ses opérations, ça c'est le périmètre, en 2025, ça c'est l'échéance. Il peut y avoir tout un tas de types d'engagement. Je souhaite faire moins 10% par rapport à mon premier bilan carbone, par rapport à celui que j'ai fait l'année dernière, par exemple, ou celui de cette année, moins 20%, moins 30% l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans. Et puis sur mes opérations, ou sur, on va venir après au périmètre, je vais détailler un peu plus sur le slide suivant, ou sur mon scope 3. Je vais vous expliquer donc juste après ce que sont les scopes 1, 2 et 3. Donc voilà, donc un type d'engagement, est-ce que je vise la neutralité carbone? Est-ce que je vise moins 20% par rapport au bilan carbone que j'ai fait l'année prochaine? De quoi? De ce que je fais moi, de ce que je fais moi plus ce que font mes clients avec mes produits, de ce que je fais moi plus ce que font mes clients plus ce que font mes fournisseurs. Voilà. Quel est le périmètre que je veux prendre en compte dans mon calcul et puis à quelle échéance je souhaite arriver à cet engagement. Souvent, très souvent, et vous le voyez, c'est le cas de Capgemini, c'est le cas de Microsoft, souvent il y a plusieurs échéances dans un engagement. Microsoft, par exemple, dit qu'en 2030, ils seront carbone négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont capturer, ils vont séquestrer plus de carbone qu'ils ne vont en émettre, et qu'en 2050, le fait d'avoir été carbone négatif pendant 20 ans, ils auront retiré virtuellement de l'environnement tout le CO2 qu'ils ont émis depuis 1975 par leurs émissions directes et aussi par toute la consommation électrique de tous les produits qu'ils ont fabriqués. Donc, par exemple, toutes les Xbox, alors, je ne suis pas un pro de Microsoft, je ne connais pas tous les produits, mais je sais qu'ils ont fabriqué la Xbox, ils ont fabriqué des téléphones aussi, je crois, chez Microsoft. Et bien, la consommation électrique des Xbox, des téléphones et sans doute de plein d'autres produits que Microsoft a fait, elle sera... Donc, Microsoft va calculer la consommation électrique de tous leurs produits depuis 1975. Ils vont transformer cette consommation électrique en émissions de CO2 en fonction de si c'est une consommation électrique en Suède, en Pologne, en Espagne. Ce pas du tout les mêmes émissions de CO2. Et puis, donc une fois que c'est transformé en émissions de CO2, ils vont séquestrer du carbone à hauteur de ce qu'ils ont calculé donc, depuis 1975. Donc voilà, donc un engagement que vous allez pouvoir prendre. Alors parfois la direction décide de faire l'engagement au début, de dire voilà ce qu'on souhaite faire. Et puis parfois on va faire le bilan carbone, on va mettre en place, on va écrire le plan d'action, on va se rendre compte de ce qu'on est capable de faire avec le budget qu'on y alloue. Et puis à ce moment-là, on écrira l'engagement. Il y a les deux dans les entreprises, parfois une volonté managériale forte et puis ensuite le plan d'action suit. D'autres fois, on va commencer par les actions concrètes et donc l'engagement va suivre.
il n'y a, à mon sens, pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, de placer cet engagement. L'important, c'est d'avoir un engagement qui est ferme et puis de s'y tenir par un plan d'action. Là, je vais vous parler donc périmètre. Donc la petite case du milieu, le scope, le périmètre. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique du périmètre. Beaucoup vous parleront là, des scopes 1, 2, 3. C'est en fait vraiment du verbiage spécifique au métier et c'est souvent assez peu intéressant pour un opérationnel. Ce qu'il faut juste en savoir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a un bilan carbone qui s'appelle le bilan GES réglementaire. C'est le scope 1, le scope 2, et c'est une obligation légale. Alors, j'ai plus en tête, là aujourd'hui, j'aurais dû réviser. Pardon, j'ai plus en tête le nombre de salariés qu'il faut pour rentrer dans cette obligation réglementaire. Je ne sais plus si c'est 250 ou 500, mais en tout cas, ça concerne un très grand nombre d'entreprises aujourd'hui. Scope 1, c'est tout ce que vous faites au sein de l'entreprise. Tout ce qui est réalisé au sein de l'entreprise, ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1. Le scope 2, c'est toutes les énergies que vous achetez. Ça, c'est le bilan GES réglementaire. Et on va compter les petits gaz qu'il y a, là, que vous voyez dans les nuages, là, le CO2, le CH4, donc le méthane, N2O, les HFC, et ainsi de suite. Ça, ce sont les gaz qu'on va compter. Il y a d'autres gaz, il y a ce qu'on appelle le hors Kyoto, mais qui concerne assez peu d'entreprises. En fait, les compagnies aériennes pourraient être concernées par le hors Kyoto avec d'autres gaz que cela. Donc, c'est des cas assez particuliers. Donc, si vous faites un bilan GES réglementaire, vous allez vous intéresser au scope 1, donc tout ce qui est fait en interne à l'entreprise, il y a toute l'énergie que l'entreprise achète. Par contre, en fait, 80-90% des émissions de CO2 sont en fait dans le scope 3, c'est-à-dire tout ce qui vient de vos fournisseurs et tout ce qui est en amont de votre entreprise, et donc les fournisseurs, et tout ce qui est en aval de l'entreprise, donc l'utilisation de vos produits ou de vos services par vos clients, jusqu'à la destruction ou le retraitement de ce que vous aviez produit. Et là, on va retrouver en général 80-90% des émissions. Donc, si vous ne vous intéressez qu'au scope 1 et 2, donc le bilan GES réglementaire, écoutez, vous aurez répondu à la réglementation, vous aurez peut-être répondu aux exigences d'un appel d'offres. Par contre, vous savez que vous ne vous êtes intéressé qu'à 10-20% maximum des émissions de votre entreprise. Et puis, peut-être que 2-3 ans plus tard, vous allez vouloir élargir un petit peu en prenant le scope 3. Je vais essayer de clarifier mon propos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de scope 3 ? Donc, dans une entreprise, vous avez une chaîne de production, vous consommez donc de l'énergie pour cette chaîne de production, et puis vous consommez, vous avez des produits qui rentrent. Et donc, vous avez des matières premières qui rentrent, des produits finis qui sortent. Si vous vous intéressez au scope 3, vous allez vous intéresser, par exemple, au transport des matières premières jusque chez vous. Parce que ces matières premières, elles sont souvent pas issues de l'usine. Enfin, il n'y a pas une génération spontanée de matières premières dans l'usine. Donc, dans le scope 3, vous allez comptabiliser le transport des matières premières depuis votre fournisseur jusque chez vous. Vous allez comptabiliser aussi, par exemple, le déplacement de vos salariés, déplacement domicile-travail de vos salariés. En général, ce qu'on va conseiller à une entreprise d'intégrer dans son analyse, dans son bilan carbone, c'est tous les éléments sur lesquels elle a la main, tous les éléments sur lesquels elle a un pouvoir décisionnaire. Par exemple, choisir votre fournisseur, et choisir un fournisseur qui est proche de chez vous, où il y a moins de transport, ou un fournisseur qui est loin de chez vous, où il y a plus de transport, ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez un pouvoir décisionnaire. Il y a des choses, par exemple, sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir décisionnaire. On va prendre l'exemple d'une usine qui fabrique des jouets pour enfants, et par exemple des poupées. Je fabrique des poupées, et ma poupée, elle parle, et donc, pour qu'elle parle, il y a des piles à l'intérieur. Je vais avoir quand je vais designer ma poupée,
je vais avoir la possibilité de choisir quel type de pile je vais mettre à l'intérieur. Est-ce que je mets des piles ou est-ce que je mets un système de recharge, par exemple, avec le mouvement, comme ça peut exister dans certaines montres. Quand on bouge la poupée, à ce moment-là, ça va recharger une batterie. Et donc, sans mettre de pile, ça va pouvoir alimenter tout de même tout le mécanisme pour qu'elle parle. Ça, je vais avoir un pouvoir décisionnaire là-dessus. Et donc, prendre en compte les piles que vont utiliser mes clients sur la durée de vie de la poupée, ça fait sens parce que c'est pas moi qui vais acheter ces piles, mais c'est moi qui vais initier le mouvement, qu'il va y avoir des piles ou non dedans. Ça va être des piles LR6 ou LR03, et que la consommation électrique de ma poupée va être plus ou moins élevée, et puis que la durée de vie de ma poupée va être aussi plus ou moins élevée en fonction de la qualité que j'ai. Donc, les décisions que je prends sur le design de ma poupée vont avoir un impact sur l'utilisation de la poupée et donc sur la quantité de piles qui vont être utilisées dans la vie de la poupée. Par contre, la manière dont les clients vont se rendre au magasin pour acheter ma poupée, là, j'ai absolument pas de pouvoir décisionnaire. Enfin, en général, les gens ne vont pas aller au magasin juste pour acheter, que ce soit un magasin de jouets ou un magasin, une grande surface traditionnelle. Ils ne vont pas y aller juste pour acheter ma poupée, ou en tout cas, moi, j'ai très peu d'impact sur le fait de dire à mes clients, bah, quand vous allez acheter ma poupée, prenez plutôt un vélo qu'une voiture, prenez plutôt le bus, ça sera moins émetteur en CO2. Donc là, j'ai très peu de pouvoir décisionnaire sur la manière dont mes clients vont se rendre au magasin. Donc pour ça, je ne vais pas inclure le déplacement des clients vers les magasins. Je vais prendre un exemple extrême. Il y a des choses où on se déplace exprès pour acheter la chose. Si vous achetez une voiture, par exemple, bah souvent, vous n'y allez que pour ça, quoi. Il est rare qu'on aille chez le concessionnaire pour acheter une voiture et 1 kilo de carottes. Donc là, pour le coup, le fait de placer mes concessions dans des endroits, alors c'est vrai que ce serait quand même très étonnant d'inciter les gens qui viennent acheter une voiture à venir en bus. Mais pour autant, comment je vais placer ma concession, et ben, ça va avoir un impact sur comment est-ce que les gens vont se rendre dans mes locaux. Là, en l'occurrence, quand vous vendez des jouets, c'est souvent pas vous qui gérez le magasin où c'est vendu, donc c'est pas vous qui choisissez où y positionner et c'est pas vous qui pouvez influencer le client sur la manière dont se rend dans le magasin. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair, mais dans le bilan carbone, on va en général conseiller au client d'intégrer tout ce sur quoi il a un pouvoir décisionnaire. Où se trouve mon fournisseur? Est-ce qu'il y a beaucoup de transport ou pas? Où se trouvent mes salariés? Est-ce que je les incite à venir en transport en commun, en vélo, par une politique de plan de mobilité employeur, par une négociation avec la communauté d'agglomération pour qu'il y ait un arrêt de bus à côté de chez moi ou une piste cyclable qui vienne jusqu'à l'entreprise ou dans la zone industrielle? Tout ça, je peux le faire. Et puis tout ce que je ne peux pas faire, tout ce qui n'est pas dans mon contrôle, ben, là, en général, on va conseiller aux clients de ne pas le compter. Un bilan carbone, ça ressemble à ça. Je voulais vous en montrer un, juste pour dédramatiser. Vous avez tous un compte de résultat en entreprise, vous le sortez pour certains tous les mois, pour d'autres tous les 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais dans tous les cas, vous êtes habitué à avoir des tableaux avec des familles de dépenses. Vous avez la classe 6, la classe 7 sur vos produits, vos charges. Et puis des sous-familles, à l'intérieur des produits, en général, votre compte de résultat, les 2 premières lignes, c'est la production vendue et puis le négoce, donc les produits que vous avez achetés et revendus en l'état. En général, tous les comptes de résultat commencent comme ça. Et ben, un bilan carbone, ça sera la même chose. Alors, on ne parle pas de la production vendue, ainsi de suite, ce n'est pas les mêmes termes, mais en tout cas, il y a des familles, scope 1, scope 2, scope 3. Dans les familles, il y a des sous-familles. Par exemple, le transport, les matières premières, ainsi de suite. Et puis, vous regardez l'évolution. La différence, c'est que ce n'est pas des euros, c'est des tonnes de CO2. Mais quand vous serez face à votre premier bilan carbone, celui de votre entreprise, vous ne serez pas du tout dépaysé. Et ce qui vous intéressera surtout, c'est l'évolution d'une année sur l'autre. La première année, c'est toujours assez compliqué de savoir si on fait bien ou pas. On va travailler un plan d'action et puis pas forcément refaire un bilan carbone tous les ans, mais 3 ans après, quand vous faites le deuxième bilan carbone, vous voyez le fruit du plan d'action et là, vous voyez si vous êtes amélioré ou pas. Je vais faire un tout petit aparté. J'ai oublié de vous dire, donc, tout en haut, je vous ai mis donc, le CO2, le méthane et ainsi de suite, les différents gaz.
dans un bilan carbone comme dans un compte de résultat. Dans un compte de résultat, quand vous avez plusieurs monnaies, si votre entreprise elle est présente en France et en Pologne, vous allez avoir des euros et des zlotys. À ce moment-là, en général, vous allez transformer les zlotys en euros, ou les euros en zlotys, si vous êtes une société polonaise, pour pouvoir lire de manière plus simple votre compte de résultat. Un bilan carbone, c'est la même chose. Si vous émettez du CO2 et du CH4, du méthane, lié au cycle de carbone du méthane, on va tout transformer en CO2. C'est un calcul qui s'appelle le PRG. Donc il y a des règles communes. On va multiplier par 28 à peu près le CH4 pour le multiplier en CO2. Et le PRG, ça veut dire le pouvoir de réchauffement global. En fait, plus un gaz va être réchauffant, plus son PRG va être élevé, donc le multiple va être élevé. La base commune, c'est le CO2. Donc on va tout transformer en CO2. Donc quand vous aurez un bilan carbone, vous n'aurez pas, alors vous pouvez l'avoir, on peut calculer le détail, certains clients le demandent, mais en général, vous n'aurez pas les 6 gaz dont je viens de parler juste avant, vous aurez juste un CO2 qu'on appelle le CO2 EC ou CO2 équivalent. Donc tout est transformé en CO2, même si à la base vous aviez mis du méthane ou des HFC. Les HFC, c'est les gaz frigorigènes, si certains d'entre vous ont des... Enfin, ils connaissent forcément, si vous travaillez sur des climatisations, des choses comme ça. Donc, une fois que vous avez reçu votre bilan carbone, vous avez reçu ce tableau-là, quelque chose qui est important et qui fait partie intégrante du bilan carbone, c'est le plan d'action. Un professionnel du bilan carbone sérieux ne va jamais vous délivrer le tableau sans vous délivrer derrière un plan d'action. Ça fait vraiment partie de la méthode bilan carbone, de vous accompagner dans le plan d'action. Donc, pour le plan d'action, on va faire comme vous faites exactement comme vous faites quand vous recevez votre compte de résultat. Vous allez hiérarchiser. Les lignes à 10 € et les lignes à 1 million d'euros, vous passez un peu moins de temps sur les lignes à 10 €. Peut-être que vous pourriez passer la ligne de 10 € à 1 € divisé par 10, mais n'empêche que ce n'est pas celle qui va vous préoccuper le plus. Par contre, si celle de 1 million d'euros, vous pouvez la diviser par, enfin, vous pouvez faire 3% d'économie, c'est que 3%, mais ça compte quand même beaucoup plus. Donc, on va commencer par hiérarchiser, recenser toutes les solutions existantes, et puis après, mettre en place des solutions. Là, je vais passer vite là-dessus. Et c'est là où je vais commencer à vous parler camion et supply chain. Imaginons donc que vous êtes une société qui produit quelque chose, vous vendez des marchandises que vous avez produit vous-même, que vous avez acheté en négoce, et vous les distribuez. Que vous les distribuiez avec vos propres camions ou avec vos transporteurs, c'est exactement la même chose, la même démarche. Que le transporteur, lui, il ne va pas s'engager dans des véhicules qui sont plus chers parce qu'ils émettent moins de CO2, si, un, vous ne lui avez pas demandé, et si deux, il n'y a pas un accord avec vous qui va faire que soit vous allez lui garantir un contrat un peu plus long, soit vous allez payer un peu plus cher, soit vous allez lui offrir, enfin, vous allez modifier les tournées pour que lui, il ait un peu plus de rentabilité sur la gestion de ses transports. Dans tous les cas, il ne va pas faire ça tout seul. Donc, que vous ayez vos camions en interne dans l'entreprise, que vous ayez un transport qui est intégralement sous-traité, vous êtes face à exactement la même problématique. Aujourd'hui, la grande majorité des camions de vos transporteurs ou de vos camions à vous sont des camions diesel et ils émettent, alors je vais essayer de faire des chiffres ronds, j'ai pris le cas d'un porteur 26 tonnes parce que c'est là où il y a le plus de littérature et le plus de comparaisons possible, et j'ai pris sur 100 000 km parce que ça donne un chiffre rond facile à calculer. Votre camion diesel, s'il consomme 32 litres au 100, il émet 115 tonnes de CO2 à l'année. C'est la résultante de sa consommation de carburant. Si ce camion diesel, vous le passez, donc encore une fois, que ce soit votre camion à vous ou le camion de votre transporteur, donc là, ça va tomber dans votre scope 3. Si c'est votre camion à vous, c'est scope 1. Le camion de votre transporteur, c'est scope 3. Mais dans tous les cas, c'est vous qui décidez comment va être distribué votre produit fini en général, sauf si vous vendez absolument tout à Xworks. Bon, là, on ne mettra pas la supply chain de distribution dans le bilan carbone. Mais si vous ne vendez pas Xworks, vous avez un pouvoir de décision sur comment sont distribuées vos marchandises. Si vous décidez d'utiliser des camions qui vont fonctionner au gaz naturel, vous allez passer de 115 tonnes d'émissions, mettons à l'année, si 100 000 km sont réalisés par an, à 95, donc vous avez fait une économie de 20%, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal. C'est pas, vous voyez sur mon tableau, c'est pas la solution la plus économe en termes d'émissions de CO2, mais en tout cas, c'est déjà une première réduction, et puis c'est une solution qui existe et qui fonctionne bien.
Donc ce n'est pas une solution à mettre de côté. Si votre véhicule, vous le faites rouler à l'électrique, alors là, vous voyez, il y a 3 barres bleues. Électricité, le mix Union européenne à 67 tonnes de CO2 pour 100 000 km. L'électricité française à 31 tonnes. L'électricité française fait partie des électricités les plus bas carbone. Hein. Il y a l'électricité suédoise qui est encore plus vertueuse. Mais l'électricité française est déjà très bas carbone. Et puis, une électricité fictive qui serait purement basée sur des ENR, qui, elle, arriverait aux alentours de 27 tonnes. Donc, si vous achetez un véhicule, ou si vous demandez à votre transporteur d'acheter un véhicule électrique, vous allez avoir une division par 2, si vous prenez le mix européen, si vous avez des opérations dans toute l'Europe, et donc vous basez sur le mix électrique européen, ou même une division par 4 à peu près, si les véhicules, si votre distribution elle est uniquement en France. Donc là, on commence à attaquer des niveaux de décarbonation qui sont assez importants. En jaune, vous voyez le B100. Alors, le B100, c'est un biocarburant qui est issu de colza. Il y a deux. Alors, je suis désolé, la deuxième fleur, la deuxième plante m'échappe, mais bon, ouais, on peut notamment faire du B100 à partir de colza. Et en utilisant un camion qui fonctionne au B100, vous allez de la même manière diviser à peu près par 2 les émissions de CO2 par rapport à un camion diesel. Vous êtes à 56 tonnes à peu près pour 100 000 km. Si vous utilisez un véhicule qui fonctionne à l'hydrogène vert, alors l'hydrogène qui est produit par électrolyse de l'eau, qui est une très petite partie de l'hydrogène produite actuellement dans le monde, à ce moment-là, vous êtes un peu mieux que sur du B100, un peu mieux que sur le mix européen électrique. Vous êtes à peu près à 48 tonnes de CO2 émis. Alors, votre camion, au moment où il fonctionne, c'est comme un camion électrique, un camion hydrogène. Hein. De toute façon, c'est un camion électrique, un camion hydrogène. C'est juste que, au lieu de le charger en électricité dans des batteries, on produit l'électricité dans le camion grâce à de l'hydrogène. Votre camion, bien sûr, il n'émet rien. Mais ces 48 tonnes ou ces 31 tonnes à côté sur le camion électrique, elles viennent de 2 choses. Premièrement, de la production du camion, il a fallu le construire à un moment. Et deuxièmement, de la production de l'énergie pour le faire fonctionner. Donc, à l'utilisation, il y a 0 tonne, mais par contre, quand on divise sa production sur sa vie totale et puis la production de l'énergie sur l'utilisation du véhicule, on arrive au chiffre que je vous affiche ici, d'à peu près 48 tonnes de CO2 émis pour faire 100 000 km en camion hydrogène. Et puis le dernier en orange, c'est le biogaz. Alors le biogaz, donc c'est du méthane qui est issu de méthanisation. Donc chimiquement, c'est exactement le même que le GNV. Par contre, on l'a pas extrait du sous-sol, mais on l'a extrait de biomasse, par exemple. Et là, vous avez un résultat qui est très intéressant, où on est toujours sur une division par 4 à peu près, donc comparable à l'électrique, par rapport à un véhicule diesel. Donc voilà. Dans mon slide précédent, recenser les solutions existantes. En général, donc, une fois que vous avez fait votre bilan carbone, vous recensez les solutions, et ça, c'est un exemple de recensement de solutions. On va vous proposer, voilà, pour votre supply chain, vous pouvez passer du diesel au gaz naturel, à l'électricité, au B100, à l'hydrogène ou au biogaz, par exemple, et voici les impacts. Alors là, vous allez vous dire, bon, c'est sympa, il m'a donné tout un tas de solutions, mais moi, je suis chef d'entreprise et j'ai besoin de prendre une décision. Et ce qui va me faire prendre ma décision en général, c'est combien ça coûte tout ça. Donc, comment je fais pour appréhender la différence, par exemple, entre l'électricité, qui est à 31 tonnes, et le biogaz, qui est à 29 tonnes. En bilan carbone, la mesure est quand même très approximative, donc 31 ou 29, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas vous dire là que le biogaz est plus électrique ou l'inverse. C'est la même chose parce qu'on n'est pas sur des mesures, enfin, vous comprenez bien qu'on ne mesure pas les molécules de CO2 qui s'échappent à l'unité. On est sur de l'à peu près. Donc là, je vous propose 2 solutions qui ont l'air à peu près identiques en termes de performance carbone. Par contre, vous, ce qui va vous intéresser aussi, c'est quelle est la performance économique de ces solutions. Là, je vais vous proposer 3 manières de prendre votre décision.
Alors, c'est des solutions qui... J'avais lu une étude qui disait que 1 300 entreprises en France, c'est quand même assez peu, utilisent une de ces 3 méthodes. Je vous ai mis quelques exemples, c'est en général plutôt les grandes entreprises, mais pas seulement. La première méthode, Implicit Carbon Price, en fait, vous allez accepter de payer un peu plus cher pour quelque chose qui sera un peu moins émetteur. Vous allez pouvoir fixer ce un peu plus cher en euros ou en pourcents. Vous dites, bon, bah, si c'est moins émetteur de 10%, j'accepte de payer 10% plus cher. Je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple, mais vous allez fixer une politique comme ça dans votre entreprise en disant, voilà, si la solution, je reviens là, si la solution permet entre le diesel et le GNV de gagner 20%, à ce moment-là, je vais accepter de payer mon transport par des camions GNV 10% plus cher. Et donc, vous comparez vos offres en disant, ben, d'un point de vue carbone, je fais une économie de 20%, d'un point de vue économique, enfin, d'un point de vue tarifaire, j'ai un surcoût que je limite à 10%. Si l'offre de mon fournisseur elle est supérieure à 10%, je ne prends pas. Si elle est inférieure à 10% de plus, ben, à ce moment-là, j'y vais. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, vous allez fixer un prix au carbone. Je reviens sur mon exemple. Mon transporteur me propose tel prix, j'ai fait mon budget sur la distribution. Je vais calculer, donc là j'ai le coût réel, enfin le coût estimé ou projeté de mes transports, et je vais fixer un coût au carbone. Donc je sais par exemple que mon transporteur va faire 100 000 km à l'année. Je vais dire que la tonne de CO2, je la fixe à 44,60 € par exemple. Pourquoi pas si je me fixe le même seuil que la composante carbone de la TICPE dont je vous parlais tout à l'heure, où je mets 100 €. Beaucoup d'entreprises choisissent les 100 € la tonne pour leur calcul, ou je mets quelque chose entre les deux, ce que je souhaite mettre. Et puis, je dis, bon, ben voilà, si je suis au diesel, j'ai mon coût de transport et je vais ajouter un coût fictif de CO2 de 115 € la tonne multiplié par 115 tonnes, pardon, 115 tonnes de CO2 qui seront émises dans l'année, multiplié par les 100 € la tonne. J'ai mon coût de transport avec le véhicule GNV qui sera peut-être un peu plus élevé, et je vais mettre 95 tonnes de CO2. Donc, fictivement, j'ajoute 95 tonnes de CO2 multiplié par 100 € la tonne, et je vois quelle est, à ce moment-là, l'offre la plus intéressante. Est-ce que l'économie de CO2, encore une fois, tout ça est très fictif, hein, parce que cet argent, je vais le donner à personne, est-ce que l'économie de CO2 compense le surcoût de la solution qu'on m'a proposée? Donc ça s'appelle le shadow price. On va fixer un prix au carbone, un prix à la tonne de carbone, librement, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire pour valoriser, pour comparer 2 solutions entre elles. Et puis enfin, alors ça c'est dans les très grands groupes uniquement, la carbon tax ou carbon fee, c'est le shadow price, sauf que c'est la holding d'un grand groupe qui va le décréter, qui va faire le bilan carbone tous les ans de toutes ces sociétés et qui aura dit, donc comme pour le shadow price, je vous mets la tonne de CO2 à 50 €. Et là, quand vous êtes un responsable de business unit dans un grand groupe, cet argent, il est plus fictif, il ne vous sert pas juste à prendre une décision. À la fin de l'année, la holding vous dit, bon, bah, cette année, tu as émis 10 000 tonnes de CO2 à 50 € la tonne, tu me dois 500 000. Et là, l'argent, il sort de votre BU pour aller dans la holding. Alors, il sort pas du groupe, il ne sort pas de l'entreprise, mais il sort de la BU. Donc, quand vous êtes un directeur de business unit dans un grand groupe, eh ben, vous allez chercher à ce que l'argent reste dans votre BU à vous, parce que ce qui remonte à la holding, ça ne vous intéresse pas trop. En tout cas, vous n'êtes pas intéressé sur ces résultats-là. Et donc, vous allez travailler sur la réduction de vos émissions pour réduire la taxe que vous payez à la holding. Ça, c'est une solution qui existe dans certains grands groupes. Là, on va parler, parce que je vois que le temps passe aussi, j'ai été un petit peu long par rapport au temps qu'on s'était consacré. On va parler très rapidement crédit carbone. Je vous ai dit tout à l'heure mesurer, on en a parlé, on fait le périmètre et puis on calcule toutes les émissions de CO2, CH4, HFC, ainsi de suite. Réduire, donc on trouve des solutions et on évalue ces solutions et on les met en place dans un plan d'action. Compenser, je choisis d'acheter des crédits carbone, c'est-à-dire de financer des projets de séquestration. Ce qui sera très important,
c'est qu'il y a une additionnalité des projets, c'est-à-dire que ce que vous allez financer, ça va véritablement servir à séquestrer du carbone qui n'aurait pas été séquestré autrement. Il vaut mieux que ces projets soient certifiés par un organisme certificateur spécialisé, même s'il existe de nombreux crédits carbone qui sont vendus et qui ne sont certifiés par personne, mais ils ont, à mes yeux, pas de valeur parce que justement, ils sont certifiés par personne et personne ne s'assure qu'il y a véritablement une séquestration carbone. Et puis, il faut que cette séquestration elle ait une permanence sur, en général, on dit à peu près 100 ans. C'est-à-dire que le carbone que vous séquestrez, il va être conservé pendant une centaine d'années à peu près. Prendre un exemple tout simple, si vous séquestrez du carbone, du CO2 pour le réinjecter par exemple dans des canettes de soda, ce n'est pas une séquestration. Vous avez capté du CO2, vous le mettez dans une canette de soda, dès que vous ouvrez la canette, le CO2 il repart dans l'atmosphère. Donc ça, ce n'est pas de permanence. On n'est pas sur un projet de séquestration de carbone. On est juste sur un projet d'utilisation du CO2, mais qui repart dans l'atmosphère instantanément. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais j'aurais aimé développer cet exemple-là. Si vous produisez du biochar, si votre projet de séquestration, par exemple, c'est de produire du biochar, qui est quelque chose qui sert à l'agriculture et qui a une durée de vie d'une centaine d'années, vous pouvez faire des épandages, c'est une durée de vie d'une centaine d'années. Là, à ce moment-là, c'est de la séquestration, parce que vous allez prendre du carbone, vous allez le mettre sous forme solide, donc du biochar, et il va rester sous cette forme solide à peu près une centaine d'années. Donc là, ce carbone, il va petit à petit se désagréger et il n'attend pas 100 ans pour émettre un peu de CO2, mais en tout cas, dans 100 ans, il en reste encore, il y a encore une bonne partie du carbone que vous aviez capturé qui n'est pas reparti dans l'atmosphère. Quand vous achetez des crédits carbone, il y a tout type de crédits et le prix des crédits carbone va dépendre du lieu. Si vous achetez un crédit carbone en France ou en Malaisie, ce n'est pas tout à fait le même prix. La qualité du projet, puisqu'un crédit carbone, c'est un projet de séquestration de CO2. La qualité du projet va changer aussi son prix. L'organisme certificateur qui certifie le crédit carbone, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un, et puis ensuite, quelle est la qualité du certificateur? Ça, c'est très important. C'est exactement la même chose que votre commissaire aux comptes. Enfin, la qualité de votre commissaire aux comptes fait aussi la qualité des comptes de votre entreprise. Si vous prenez un commissaire aux comptes que personne ne connaît, vos comptes ont beau être certifiés. Si on parle de la France, il n'y a que des grands commissaires. Enfin, les commissaires aux comptes sont tous réputés. Je ne connais pas qu'ils soient de mauvaise réputation. Dans certains pays, on peut avoir cette problématique. En crédit carbone, c'est la même chose. Si vous prenez des certificateurs qui sont peu réputés ou mal réputés, la valeur du crédit carbone va être plus faible. Ça peut être la stratégie de certaines entreprises. Certaines entreprises que je nommerai pas achètent des crédits carbone pas chers du tout pour dire qu'elles ont compensé. En fait, dans la réalité, il ne s'est rien passé du tout. C'est juste qu'elles ont acheté des bouts de papier à 2, 3, 4 euros la tonne. Et puis elles disent, voilà, moi maintenant je suis devenu carbone neutre parce que j'ai émis 100 tonnes, j'ai acheté 100 tonnes de crédit carbone. Ça fait 0. Comptabilité carbone, ça marche. Petit 1, ça ne marche pas comme ça. Et petit 2, ça ne marche pas le montant de dénoncer des choses comme ça. Bon, j'ai accéléré un petit peu, excusez-moi, mais c'est parce que je voulais venir aux 3 exemples, parce que c'est, encore une fois, c'est concret et ça me paraît être intéressant pour vous. Voilà, donc vous avez fait votre bilan carbone, votre consultant est avec vous dans la dernière phase, c'est-à-dire la phase d'écriture du plan d'action. Il ne va pas la faire tout seul, l'écriture du plan d'action. Il va le faire avec vous parce que c'est quand même vous qui connaissez le mieux le métier. Mais je vais simuler un peu ce qui va se passer dans cette dernière phase, dans ce dernier rendez-vous avec ces derniers rendez-vous, parce que des fois il y en a plusieurs, avec le consultant sur voilà, qu'est-ce que je fais maintenant qu'on a mesuré. Par exemple, une société de BTP. Les postes d'émission, ici, je les ai mis sous forme d'histogramme pour que ce soit parlant, c'est l'acier et le ciment qui est utilisé pour construire des maisons, par exemple. C'est les engins de chantier et puis les camions. C'est les 3 plus gros postes. Déjà, on a dit tout à l'heure, en hiérarchie, on va s'intéresser aux plus gros postes. Les immobilisations, là, à 200, peut-être qu'on se traitera ça dans 10 ans, mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Acier et ciment, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Par exemple, je vais pouvoir vendre des maisons en bois au lieu de vendre des maisons en acier et en ciment. Ça peut être une stratégie, on peut développer une nouvelle filiale de maisons en bois. Par contre,
ce que va vous dire assez rapidement aussi votre consultant, c'est qu'il n'y aura pas assez de bois. Si vous et tous vos concurrents vous mettez à faire que des maisons en bois, il n'y a pas assez de bois en France pour ne faire que des maisons en bois. Donc, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de votre politique. Vous ne pouvez pas vous dire, bah, c'est 257 000 tonnes de carbone que je vois là, je les enlève parce que je ne vais faire que des maisons en bois. Alors ça fonctionnera s'il n'y a que vous, mais si tout le monde fait la même chose, bah, à un moment, il n'y aura plus de bois. Enfin, il n'y en aura en tout cas pas assez pour les besoins de la construction. Donc ça peut être une partie de la stratégie. Une autre partie de la stratégie peut être comment est-ce que j'utilise le ciment dans le béton. Est-ce que je peux améliorer mes process pour utiliser moins de ciment dans mon béton sans mettre à mal mes constructions en garantissant toujours la qualité de mes constructions. Est-ce que j'ai besoin d'autant de ciment dans le béton au rez-de-chaussée et au dernier étage, par exemple, au deuxième étage de la maison, si c'est une maison. Ça peut faire partie des réflexions que vous allez avoir, et c'est là où le consultant carbone, lui, il ne va pas être suffisamment qualifié pour pas lui prendre la décision, c'est à vous, c'est votre entreprise, mais par contre, il va interroger, vous allez interroger votre R&D, vos ingénieurs, vos techniciens, pour émettre des idées, pour dire, voilà, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Est-ce qu'on peut faire un test? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer? Et donc, vous allez peut-être consommer moins de ciment dans le béton, et ça va vous permettre de réduire vos émissions de CO2. Les engins, vous pouvez acheter des engins, un peu le même exemple que mes camions que j'ai développé tout à l'heure. Vous pouvez acheter des engins avec des énergies différentes qui vont vous faire émettre moins de CO2. Vous allez pouvoir travailler aussi sur le nombre d'engins, donc le taux d'utilisation des engins. Est-ce qu'en ayant moins d'engins, je vous ai dit tout à l'heure, quand on va prendre les émissions d'un véhicule, on ne va pas prendre seulement les émissions sorties du pot d'échappement quand on l'utilise, mais on va prendre aussi les émissions qui sont liées au fait d'avoir des véhicules, des engins. Peut-être qu'en utilisant mieux les engins, en répartissant mieux les engins et les camions, vous allez en avoir moins, et donc vous allez pouvoir émettre moins de CO2 sur la partie juste production ou achat d'engins. Donc on va passer comme ça du bilan carbone à un plan d'action. Voilà, je vérifiais juste que je n'avais rien oublié sur cet exemple-là. Voilà. Si on prend le cas là d'un distributeur d'eau, donc quelqu'un qui a des tuyaux qui courent un peu partout sur une commune, une agglomération, avec de l'eau qui passe dedans, là, les postes les plus importants, ce seront le remplacement des tuyaux, le remplacement des pompes qui font circuler l'eau, l'électricité qui alimente ces pompes, et puis toute la partie carburant du génie civil, donc tous les travaux qui sont réalisés. Alors, fausse bonne idée, j'arrête de remplacer les tuyaux, il y a des fuites partout. Déjà, ma qualité de service va se dégrader, donc c'est pas le but. Ensuite, s'il y a des fuites, mes pompes elles vont tourner 3 fois plus vite, mon électricité va augmenter. Donc, en fait, ce que j'aurais gagné à ne pas remplacer mes tuyaux, je vais perdre en électricité. Donc ça fait partie des idées qu'on va éliminer tout de suite. Par contre, je peux travailler avec mon service achat sur le fait de trouver des tuyaux dont les matériaux sont moins émetteurs au moment de leur production de gaz à effet de serre. Je peux travailler aussi avec mon service achat pour trouver des pompes qui vont consommer moins d'électricité, qui me permettre de réduire la partie électricité, ou des pompes que je vais changer moins souvent. Je vais peut-être les acheter un peu plus cher au début, mais ça va me permettre de les changer moins souvent, et donc d'amortir plus les émissions carbone liées à la production de ces pompes. Donc j'ai là, par exemple, dans cet exemple-là, je vais sans doute beaucoup faire travailler mon service achat en leur donnant un nouveau critère, en plus du critère coût, un critère émission de CO2 de ce qu'on achète. Sur la partie génie civil, alors toujours la même chose, peut-être que ma pelleteuse elle peut fonctionner au B100 plutôt que de fonctionner au diesel, elle va émettre un peu moins, mais je peux peut-être aussi faire un partenariat avec les autres entreprises de la même agglomération qui vont avoir besoin de faire des tranchées, en se disant on va planifier nos travaux en même temps, et il n'y en a pas un qui passe cette année pour la fibre, et puis moi je passe l'année prochaine pour le tuyau d'eau, et puis il y en a encore un autre qui passe l'année d'après pour refaire une tranchée, pour, je sais pas quoi, l'électricité ou autre chose à l'intérieur. On peut être coordonner pour faire la tranchée qu'une seule fois, et réaliser les travaux en une seule fois. Et à ce moment-là, je vais diminuer
mes coûts de génie civil, parce qu'on va se les partager avec, par exemple, celui qui installe la fibre. Je vais diminuer aussi mes émissions, parce qu'on va se partager aussi les émissions avec celui qui installe la fibre. La pelleteuse, elle va en tourner une fois pour nous deux, donc on va se diviser en deux les émissions de la pelleteuse. Donc de la même manière, on a un bilan carbone et on construit avec les équipes un plan d'action avec des actions qui sont concrètes sur, voilà, le service achat va travailler là-dessus, le service travaux euh, va travailler un partenariat, par exemple, avec l'installation de la fibre ou l'électricité ou autre chose. Ici, c'est l'exemple d'une banque, mais ça pourrait être l'exemple de toute société de service. Dans une société de service, en général, ce qu'on va trouver comme poste numéro 1, c'est le chauffage des bâtiments, et comme poste numéro 2, c'est le déplacement des salariés, soit pour venir au travail, soit pour aller d'un site à un autre dans l'entreprise, pour aller faire des visites clients, fournisseurs, ainsi de suite. C'est généralement les deux plus gros postes qu'on trouve dans les sociétés de services. Et là, je voulais aborder la question du télétravail. Est-ce que mettre en place du télétravail, ça diminue mon bilan carbone ou pas? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de 3 critères, en fait. Le premier critère, c'est si j'ai 10 000 m² de bureau, que je mets les gens en télétravail et que j'ai toujours 10 000 m² de bureau, bah, mon chauffage ne va pas baisser beaucoup, hein. Donc je ne vais pas faire d'économie de CO2. Et au contraire, mes salariés, eux, peut-être qu'ils réglaient la température différemment le matin, le soir et puis la journée. Peut-être qu'ils avaient mis la journée quelques degrés en moins chez eux pour payer un peu moins de chauffage. Et du coup, si les jours où ils restent chez eux, ils vont remettre la température un peu plus élevée pour ne pas avoir trop froid. Et donc, au global, on n'aura rien économisé. Donc, si je mets en place une politique de télétravail, il faut que je réduise mes mètres carrés. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Deuxième chose, il faut aussi que les déplacements de mes salariés soient réduits. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait 50 km pour venir au travail et que le jour où il est en télétravail, il fait toujours 50 km parce que, par exemple, il déposait son fils ou sa fille à l'école à 25 km, et donc de toute façon, tous les matins, il faut quand même qu'il prenne la voiture pour aller déposer son fils ou sa fille à l'école, et il fait les mêmes 50 km le matin et le soir, et ben là, il y a eu zéro économie. Donc, l'économie, elle est possible si je réduis mes mètres carrés, si ça me permet aussi de réduire le kilométrage réalisé par mes salariés. Si ces deux conditions sont réunies, le télétravail, ça me permet de baisser mon bilan carbone. Si les conditions ne sont pas réunies, ça ne va pas avoir d'impact, ou au pire, ça va avoir un impact défavorable sur mon bilan carbone. Ensuite, sur les déplacements de mes salariés, pour les déplacements domicile-travail, je vais pouvoir mettre en place un plan de mobilité employeur, c'est-à-dire mettre en place une animation, une promotion des autres possibilités de se rendre à l'entreprise que la voiture. Ça peut être le vélo, ça peut être les transports en commun, ça peut être le covoiturage, c'est toujours de la voiture, mais on a moins de voitures qui viennent à l'entreprise. Et je vais pouvoir faire ça par de l'animation, par mettre en place des choses. Le covoiturage peut être proposé. Il y a des sociétés qui proposent du covoiturage en entreprise, donc spécifique à votre entreprise ou à votre zone d'activité, si vous êtes dans une zone industrielle. Vous allez pouvoir travailler avec l'agglomération pour, par exemple, la piste cyclable, pour la desserte de transports en commun. Vous allez pouvoir aussi peut-être harmoniser les horaires avec l'usine à côté pour que les transports en commun, voilà, si vos ouvriers commencent à 7h et que le bus il arrive à 7h15, ben, ils ne prendront pas le bus. Si vous pouvez commencer à 7h20, à ce moment-là, ils pourront prendre le bus. Et si l'entreprise d'à côté, elle aussi, elle commence à 7h, peut-être que l'accumulation de toutes les entreprises de la zone d'activité va faire que le bus il va peut-être passer à 6h55 plutôt que de passer à 7h15. Donc ça fait partie des choses qu'on va travailler dans un plan de mobilité employeur. Et puis la politique aussi de déplacement. Est-ce que si mon entreprise est basée par exemple à Strasbourg et qu'il faut aller à Paris, est-ce que alors je ne sais pas s'il y a un avion Strasbourg-Paris très sincèrement. Est-ce qu'on peut prendre l'avion ou pas? Est-ce que j'ai émis des règles dans mon entreprise pour dire voilà, si c'est possible de le faire en 2 heures de train, en 3 heures de train, à ce moment-là on privilégie le train. Si on le fait en voiture, il faut être temps dans la voiture, mais en tout cas on ne prend pas la voiture tout seul pour faire un Strasbourg-Marseille ou des choses comme ça, qui sont des politiques en même temps de réduction des émissions de CO2, mais aussi des politiques de sécurité parfois. Ça va se rejoindre dans les entreprises.
J'ai beaucoup parlé, je suis désolé, mais je vais vous laisser le temps maintenant pour les questions s'il y en a. Donc, je n'ai pas de questions dans le chat, hein, mais libre à vous, bien entendu, de lever la main et de poser une question à Johan si vous aviez besoin de compléments d'information. Nous avons encore quelques minutes. A priori, votre présentation, Johan, était Très clair. très très claire, avec une richesse d'exemples. Je vous en remercie. Comme il n'y a pas beaucoup de participants, est-ce qu'on peut demander rapidement aux participants quel est leur secteur d'activité pour, si jamais j'ai un exemple spécifique à leur secteur d'activité, ça pourrait être parlant pour l'un ou l'une. Oui, pardon, Christophe de la société Carmel, est-ce que vous partagerez votre présentation? Sans problème, sans souci. Oui. Ok. Donc, je peux peut-être commencer. Donc, moi, je suis responsable achat chez Carmel. Société, on fabrique de la fibre métaramide, en fait. Donc, c'est de la fibre qui est utilisée pour la réalisation de vêtements type pompier, industrie, qui va résister à la chaleur, au feu et aux arcs électriques. D'accord. Ok. Bon, alors là, je suis désolé, c'est vraiment très spécifique, j'ai pas d'exemple. C'est très spécifique, mais on est en plein dans la démarche. D'ailleurs, on vient de mandater une société pour faire un bilan carbone, etc., etc. D'accord, donc vous allez vivre toutes les étapes Ouais. dont j'ai parlé. La définition du périmètre, qui est souvent une des premières étapes, on va vous demander où vous voulez vous arrêter de compter. Et puis, après, on va vous demander beaucoup de chiffres pour compter, parce qu'en fait, le consultant va vous demander des notions d'énergie, combien d'électricité vous avez consommé, combien de gaz, s'il y a du gaz dans votre process, combien de kilomètres ont réalisé les salariés. Donc, il y a tout un tas de données que vous allez devoir fournir, et puis il va compiler tout ça et il va revenir avec vous pour écrire les plans d'action. Ouais. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'industrie, transformation de... Ah, j'ai perdu le... Ah, c'est là, pardon, excuse-moi. Transformation de polymères pour l'automobile, l'aéronautique et le nucléaire, donc aussi dans l'industrie. Alors, moi, comme je vous l'ai dit au début, je ne suis pas un spécialiste de l'industrie, mais en général, dans l'industrie, on va trouver de belles opportunités de décarbonation qui, si votre industrie est énergivore, vont vous permettre de réaliser un peu d'économie. J'ai un de mes confrères qui est spécialisé, lui, dans l'isolation thermique des process industriels. Et en fait, moins vous perdez, mais ça, vous connaissez beaucoup mieux que moi, j'imagine, moins vous perdez de chaleur, moins vous allez en consommer. Et donc, en même temps, ça va vous permettre d'en acheter moins et d'émettre moins de CO2 parce que vous avez moins acheté, moins consommé d'énergie. Alors, autre secteur, import-export et fabrication dans le petit électroménager. Alors là, pour le coup, dans l'import-export, la part transport va être très importante. Votre sourcing, où est-ce que vous achetez? Alors, vous n'avez pas forcément le choix de tous les pays. Hein. Enfin, il y a des choses qui ne s'achètent, par exemple, qu'en Chine. J'ai travaillé l'année dernière avec un industriel qui... Alors, j'étais sur la partie supply chain, puisqu'il faisait notamment beaucoup d'import-export de matières explosives. Et une très, très grosse partie du marché de la production se fait en Chine. Et donc, à ce moment-là, la question n'est pas est-ce que je peux acheter ailleurs qu'en Chine? C'était pas tout à fait possible. C'était possible, mais dans des quantités qui n'étaient pas suffisantes. Mais là, la question était comment est-ce que je fais, en l'occurrence, pour réduire les émissions de mon transport, et donc comment est-ce que je choisis les transporteurs maritimes,
les bateaux qui vont émettre moins de CO2, qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Parce que bon, on ne peut pas non plus tout relocaliser en France. Des fois, c'est tout simplement pas possible. Mais donc, on va travailler à comment choisir. Et sur le transport maritime, pour le coup, c'est pas facile. Les transporteurs maritimes communiquent beaucoup sur des projets, des cargos avec des voiles, des choses comme ça. On en voit dans la presse. Par contre, après, quand vous leur demandez donnez-moi les émissions du bateau, en l'occurrence, qui va transporter mes produits, c'est plus compliqué. L'information existe, elle est disponible, mais c'est pas intuitif. C'est pas une information qui est mise à disposition très facilement. C'est les choses sur lesquelles on peut travailler. Alors peut-être un mot, Johan, sur les aides. Qu'est-ce qui est mobilisable pour engager son entreprise? Oui, alors, effectivement, c'est vrai que c'était quelque chose quand on avait initialement prévu de faire une journée complète et on avait prévu de passer 1 heure sur les aides. Alors, une première chose, un bilan carbone, la BPI accompagne les entreprises dans leur bilan carbone. Donc, elle prend en charge une partie. Alors, il y a des conditions, bien entendu, je ne connais pas tout ça par cœur, mais la BPI va vous accompagner sur déjà le simple fait de payer le bilan carbone. Je crois que c'est 50% à peu près du bilan carbone qu'elle va prendre en compte. Enfin, grosso modo, en fait, elle va vous fixer un prix, oui, si je me souviens bien désormais, en fonction de la taille de votre entreprise. La BPI va vous dire le bilan carbone va, pour une entreprise, il y a 2 niveaux de taille. Taille 1, c'est tant, taille 2, c'est tant, et puis taille 3, là, pour le coup, c'est plus subventionné par la BPI. En tout cas, pour les PME, il y a un niveau de prix qui est fixé par la BPI. Ensuite, dans toutes les solutions, enfin dans un grand nombre des solutions, vous allez pouvoir trouver aussi des aides, alors qui vont être européennes, qui vont être françaises ou qui vont être régionales. Il y a beaucoup d'aides régionales en général à la décarbonation. Alors, encore une fois, moi, ce que je connais mieux, c'est la supply. Si vous mettez en place, des actions de décarbonation dans une supply chain qui est routière, c'est comme le cas de la majorité des supply chains en France, vous avez des appels à projets de l'ADEME, par exemple pour des camions électriques, donc qui vont réduire le coût. Alors, même si ce n'est pas vos camions à vous, si c'est le transporteur, vous avez un partenariat avec un transporteur qui va acheter des camions électriques, qui va opérer pour vous, lui, il va toucher de l'argent de l'ADEME, qui vont forcément, enfin, si c'est un vrai partenariat, vous allez en bénéficier dans les prix de transport. Donc, vous avez beaucoup d'appels à projets de l'ADEME sur l'aspect décarbonation. Vous allez avoir aussi beaucoup d'aides régionales. Les régions, et notamment la région Grand Est, sont très actives dans ce domaine-là. Et là encore, la personne qui va vous accompagner c'est généralement pas dans la prestation de base, mais en général, elle va pouvoir vous aider à identifier des solutions de financement qui peuvent représenter jusqu'à 50% du surcoût en général. Alors, en Allemagne, ils ont une politique un petit peu différente où ils peuvent compenser même encore plus que ça. Mais en général, l'ordre de grandeur, c'est qu'en France, vous allez réussir à faire financer entre les aides de l'ADEME, de la France, enfin de l'État et de la région, vous allez pouvoir faire financer 50-60% du surcoût en général. Bien. Avez-vous d'autres questions? Merci à tous en tout cas. N'hésitez pas à revenir vers Christophe si vous avez des besoins spécifiques, à revenir vers moi si vous avez envie qu'on échange plus avant sur votre société. Et puis n'hésitez pas à continuer à vous former, à vous acculturer à la question de la décarbonation, parce que même si vous ne prenez pas la décision tout de suite pour votre entreprise, en tout cas, c'est important de savoir ce qui se fait et d'avoir ça dans un coin de la tête, parce qu'à un moment, vos clients, vos salariés ou vous-même allez vous le demander. Donc,
c'est bien de se former sur ces questions-là. Merci Johan. Alors effectivement, on espère avoir répondu à vos attentes, en sachant qu'un sujet aussi vaste que celui-ci ne peut bien entendu pas se traiter en 1 heure, hein. Donc le lien vers le replay vous sera envoyé dans un second temps. Dans tous les cas, comme le disait Johan, on reste à votre disposition si vous avez besoin de compléments d'informations sur ce qui vous a été présenté ce matin. Dans cette attente, je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à consulter régulièrement l'agenda des événements de la CCI qui est actualisé toutes les semaines. Donc je vous dis au revoir et à très vite. Merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir, merci. Johan, je vous garde encore quelques instants. Bien sûr. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.